Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Avec un petit peu de retard, les circulations dans la capitale. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, vous le direz à Anne Hidalgo. La campagne avec ses meetings, Pécresse s'est-elle plantée? Macron évitera-t-il toute campagne et débat? Que retenir du convoi de la liberté? Et puis les bugs dans la majorité aussi, tout de même, autour du port du voile, chez les jeunes filles sportives. Autant de sujets que nous allons aborder, il y en a beaucoup d'autres aussi. Commençons quand même par cette drôle de campagne. Toujours rien à l'horizon pour Emmanuel Macron, pendant que les autres candidats, eux, montent sur scène ou sont sur le terrain. Aurore Berger, vous qui avez démarré dans la politique dans les rangs de la droite et dans le sillage de Valérie Pécresse avant de rejoindre Emmanuel Macron, Pécresse a tapé sur le chef de l'État qui pousserait les Français à ne plus vivre ensemble, mais à être face à face. C'est un reproche qui revient d'ailleurs en boucle. On se souvient de Gérard Collomb aussi, mais c'était il y a quelques années. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Déjà, c'est assez étonnant qu'elle reprenne beaucoup de mots qui ne sont jamais les siens. Elle reprend les mots d'Éric Zemmour, puisqu'elle s'approprie les termes de grand remplacement, qui est une théorie qui est quand même une théorie raciste. Donc moi, voir la droite prétendument républicaine reprendre à son compte cette théorie, moi, ça m'interpelle. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de quitter cette droite-là. Et je suis loin d'être la seule. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui vont encore partir. Et puis, en fait, elle a aussi repris les mots qui sont ceux de Gérard Collomb, qui avait dit quelque chose d'un peu plus complexe que cela. Qui avait dit qu'en fait, à force de vivre côte à côte, le risque c'était qu'on finalement on vive face à face. C'était ça la formule de Gérard Collomb que je trouve en effet extrêmement juste. C'est la capacité qu'on a à avoir vraiment une cohésion tout simplement nationale dans notre pays. Mais cette cohésion nationale, on ne l'a pas en reprenant à son compte, encore une fois, des théories qui sont des théories racistes. Et c'est la raison pour laquelle... Des théories racistes, mais dans certains quartiers, on ne dit pas exactement ça. On dit qu'il y a des populations qui changent. C'est vrai, vous ne pouvez pas... vous êtes élu de la région parisienne, et ça, vous ne pouvez pas le nier quand même. Je pense qu'il ne faut jamais nier le réel. Oui. Il faut l'affronter. On a l'impression qu'on le nie en fait, du côté de la majorité. Il faut voir ce qu'on voit et il faut ensuite évidemment l'affronter. Par contre, parler de grand remplacement, c'est reprendre à son compte des mots qui sont ceux de Renaud Camus, qui sont ceux de gens qui sont des théoriciens de l'extrême droite. Et donc, quand on prétend être la droite républicaine, la difficulté de Valérie Pécresse, au-delà de la question du meeting, parce que je ne suis pas là pour distribuer les mauvais points ou les très mauvais points sur son meeting, c'est que à vouloir être et Emmanuel Macron et Éric Zemmour, en fait, elle parle à personne. Parce que les électeurs de droite, ils choisiront, à mon avis, les 10 et 24 avril, un autre bulletin de vote que celui de Valérie Pécresse. Et je crois que ceux qui croient à une droite libérale, à une droite européenne, ceux-là, ils voteront pour Emmanuel Macron parce qu'ils sont convaincus par ce qu'on a fait, tout simplement, depuis 5 ans, sur la question fiscale, sur la question du droit du travail, sur les différentes réformes qu'on a réussi à faire et qu'on disait absolument impossible. Je pense à notamment celle de la SNCF et à d'autres réformes elles essentielles. Elles ne sont pas totalement abouties, en fait, toutes ces réformes. Non, mais l'ensemble des réformes. Le droit du travail, la retraite n'a pas été fait. Le droit du travail, ça avait démarré, en fait, sous François Hollande auparavant. Ça n'a pas été clairement, complètement. Les ordonnances travail, la capacité que les entreprises ont à aller bien au-delà des 35 heures, la défiscalisation des heures supplémentaires, la revalorisation du travail par la prime d'activité pour faire en sorte que le travail paye mieux et plus que l'inactivité. Tout ça, c'est ce qu'on a engagé. Le fait surtout qu'on ait continué et pour la première fois qu'on ait créé de l'emploi industriel dans notre pays. On parle en permanence de relocalisation, de localisme même pour certains. Enfin, concrètement, depuis quand on recrée de l'emploi industriel? Depuis ce quinquennat. Et je crois on en perd toujours aussi. Attendez, n'oubliez pas, évidemment. On en crée plus qu'on en détruit. On en crée plus qu'on en détruit sous ce quinquennat. Ça, c'est un fait, de la même manière qu'on a eu plus de création d'entreprises que de destruction d'entreprises. Donc, il faut aussi être fier et heureux quand les choses se passent bien dans notre pays. Il ne faut pas non plus en permanence voir cette espèce d'immense fatalisme, comme si la France était un pays qui n'était fait que de désordre. Non, mais on a vu pendant cette crise du Covid, vous pouvez pas nier non plus les choses quand même, qu'on n'était pas très bien organisé en fait à tous les niveaux, au niveau industriel, au niveau de l'administration. On a surtout vu que par rapport à tous ceux qui nous disaient qu'on n'arriverait pas à mener une campagne vaccinale dans notre pays, qu'on était l'un des pays au monde les mieux protégés parce que l'un des pays au monde les plus vaccinés. On a vu aussi que notre hôpital a réussi à tenir. On a vu que nos soignants étaient parmi les plus compétents au monde et les plus engagés au monde, et que depuis 2 ans, ils étaient sur le pont. Même s'ils sont
fatigués, ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Parce que ça fait 2 ans, et pourquoi aussi? Parce qu'ils continuent malheureusement à recevoir, notamment dans les services de réanimation, était en situation de crise, des gens qui ne sont pas vaccinés. Juste avant le Covid, l'hôpital était en situation de crise, puisqu'il y avait une démission collective des directeurs aussi. Il y avait, en effet, et il faut le dire, on a toujours un hôpital qui reste sous tension, parce que ça fait 2 ans qu'on vit une crise sanitaire, et que le Ségur qu'on a engagé, qui permet de revaloriser les carrières de nos soignants, qui permet enfin de réarmer l'hôpital de manière budgétaire importante, face à des coupes budgétaires qui avaient été faites précédemment, eh bien on doit continuer à le mener. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire là, Aurore Berger, tout à l'heure par rapport à Valérie Pécresse, c'est que finalement, c'est Emmanuel Macron qui est le meilleur candidat de droite, d'une droite centriste. Alors il est de droite, Emmanuel Macron. Le pari d'Emmanuel Macron, mais bien sûr, je l'assume. Pourquoi je l'ai rejoint? Pourquoi tant de personnalités de droite l'ont rejoint? Pourquoi surtout tant de Français et d'électeurs l'ont rejoint? Ils viennent bien de quelque part. Non, mais ils viennent bien de quelque part. En Marche et Emmanuel Macron, c'est depuis 2016. Donc ça veut dire que les électeurs qui l'ont rejoint avaient au préalable voté pour d'autres candidats, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et le pari d'Emmanuel Macron depuis 2016, c'est de dire que cette gauche social-démocrate qui attendait des réformes, elle pouvait enfin avoir un candidat, et que cette droite libérale et européenne, elle pouvait enfin avoir un candidat. Qu'enfin, on pouvait se retrouver autour d'un projet collectif pour le pays. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette déliquescence à gauche, cette incapacité à gauche d'affronter le réel, cet éparpillement qui existe, cette incapacité à avoir une gauche laïque, qui est claire sur un certain nombre de principes et qui s'abandonne au bras des indigénistes, que ce soit notamment Madame Taubira ou Monsieur Mélenchon. Et quand vous voyez à droite cette espèce de course folle entre 3 candidats au final qui reprennent des thèses qui sont des thèses souverainistes, qui s'étranglent quand un drapeau européen flotte à l'Arc de Triomphe et qui reprennent des théories racistes. Forcément présent par endroit, bien sûr, aussi. Mais moi, je suis très fière du drapeau français. Dans tous nos meetings, vous avez le drapeau français européen, et les deux sont tout à fait compatibles. Il n'y en a pas encore beaucoup de meetings pour l'instant, justement. Quand est-ce qu'il va descendre dans l'arène, Emmanuel Macron? Alors, pas avant début mars? Attendez, les élections, vous n'avez pas oublié, les élections, c'est le 10 avril. J'ai pas du tout oublié que c'était le 10 et le 24 avril, rassurez-vous. Et nous faisons tout. Mais est-ce qu'il y aura la place pour des débats, justement, avec le chef de l'État, mettre tous les sujets sur la table? Vous avez vraiment l'impression qu'il a évité le débat pendant 4 ans et demi? Vous avez l'impression qu'il n'a pas affronté, justement, des débats qui étaient des débats difficiles? Il était là pour conduire le pays. Quel autre président de la République a eu un dialogue aussi direct et aussi franc avec les Français que lui, a assumé des centaines d'heures de débat, notamment pendant le grand débat national? Il a tout sauf peur du débat. Un mois de campagne, c'est suffisant pour le chef de l'État. C'est ça, puisque s'il vient début mars. Surtout pour les Français. Est-ce que tous les Français vous accostent dans la rue en vous disant matin, midi et soir, j'ai hâte qu'on ait un débat avec 10, 12, 15 ou 20 candidats à la présidentielle? Est-ce que vraiment c'est ça au quotidien dont il vous parle? Est-ce qu'il vous parle du 10 avril? Je ne suis pas certaine. Un mot, Aurore Berger, sur la forme quand même de Valérie Pécresse, son discours et le meeting. C'est ce que je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour, encore une fois, distribuer entre les mauvais. Vous l'avez regardé, etc. Elle se fait critiquer beaucoup dans la presse ce matin. J'ai remarqué surtout qu'elle se faisait critiquer dans son propre camp, et que ça tirait à balles réelles vraisemblablement, puisque dès qu'elle avait conclu son discours, certains s'en étaient émus, d'ailleurs publiquement, Nadine Morano ou Hervé Morin. Donc quand on a ce type de soutien, je crois qu'on n'a pas besoin que l'opposition... La forme fait passer le fond, et elle n'a pas réussi la forme hier. C'est un exercice qui est encore une fois un exercice toujours compliqué. Moi, j'ai pas compris qu'il fasse monter à ce point ce type d'événement en considérant qu'un meeting à lui seul pouvait donner un second élan à une campagne. Et moi, je veux pas non plus que la forme, encore une fois, fasse oublier le fond, parce que ce qui compte, c'est ce qu'elle a dit. Et encore une fois, ce qu'elle a dit, c'est les mots que je vous ai rapportés, ceux d'Éric Zemmour. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre à force qui est cette candidate. Qu'est-ce qu'elle veut pour le pays? Qu'est-ce qu'elle incarne? Quelle vision elle porte? Et en vérité, elle essaye de porter la vision des autres. Et je reste persuadée que les électeurs de droite auront encore une fois d'autres bulletins de vote sur la table le 10 avril prochain. Celui d'Éric Zemmour, par exemple, aussi, qui peut passer devant à la fois Marine Le Pen et Valérie Pécresse. C'est possible, ça? C'est possible, oui. C'est possible. C'est pour la raison pour laquelle moi j'ai toujours pris au sérieux cette candidature et que j'ai toujours considéré qu'il n'était pas un concurrent mais un adversaire, et que les théories qui sont les siennes doivent évidemment se combattre, parce que je ne souhaite pas demain une France qui soit dirigée par Éric Zemmour. Et donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, à partir du moment où le président de la République sera en campagne, eh bien on sera à ses côtés. À propos d'Éric Zemmour, est-ce que Yannick Jadot a dérapé en traitant le candidat de juif de service pour les antisémites? Oui, bien sûr que c'est un dérapage. C'est la même chose que quand vous dites de quelqu'un que c'est un arabe de service. Ce sont des propos qui sont des propos racistes. Non, mais on ne peut pas vouloir attaquer, et à raison, Éric Zemmour sur ses outrances pour ensuite nous-mêmes utiliser les mêmes.
C'est ça qui est insupportable en fait dans cette campagne, c'est que certains candidats usant systématiquement de l'outrance, eh bien on serait comme condamnés à nous-mêmes utiliser aussi d'autres outrances. Mais on n'attaque pas Éric Zemmour sur ses origines, on n'attaque pas Éric Zemmour sur sa religion, sinon on se met au pire niveau du débat de la campagne présidentielle. C'est pas malheureusement la première sortie de Yannick Jadot qui est condamnable, mais celle-ci elle est grave. Elle a été faite en plus au micro de Radio J et je la trouve donc d'autant plus grave quand il s'exprime à ce micro-là. Oui, vous avez dit c'est une forme de racisme, alors c'est ça ? Mais de fait, encore une fois, juifs de service, arabes de service, c'est ça le niveau de la campagne présidentielle. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à rassembler les Français. D'autant plus qu'hier, voyez-vous, c'était malheureusement le triste anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. Ilan Halimi, il a été torturé par ceux qui se sont autoproclamés le gang des barbares. Il a été torturé et assassiné parce que juif. Ça devrait nous rassembler. La lutte contre l'antisémitisme, ça devrait nous rassembler. La lutte contre toutes les formes de racisme, ça devrait nous rassembler. Et c'est pas en abaissant à ce point le niveau de la campagne présidentielle qu'on arrivera et à donner envie aux Français tout simplement d'aller voter. Parce que moi, ce qui m'interpelle dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est surtout de voir qu'on a une abstention qui pourrait progresser, qui pourrait atteindre un niveau record dans cette campagne présidentielle. Donc c'est pas le nombre de candidats qui fait le désir et qui fait l'envie d'aller voter. C'est un moment ce qu'ils proposent pour le pays. Oui, un mot sur ce qui s'est passé ce matin, Gare du Nord, la police, les gendarmes ont tiré sur un homme qui était armé d'un couteau. La piste terroriste a priori est écartée, mais ça signifie quand même que, contrairement à ce que disait Éric Dupond-Moretti, la France n'est pas un coupe-gorge. Alors c'est pas forcément un coupe-gorge généralisé, mais c'est plus qu'un sentiment d'insécurité tout de même, non ? Est-ce qu'il y a de l'insécurité ? Oui. Et est-ce qu'elle existe malheureusement depuis 20 ans, 30 ans ? Est-ce que vous avez l'impression réellement qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on ne parlait pas de ces sujets-là ? Souvenez-vous quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle, c'est suite notamment à un drame où une personne âgée voit son domicile être incendié par des voyous. Oui. Donc ces phénomènes d'insécurité, malheureusement, ils sont structurels et ils existent. Ce que je remarque, c'est qu'on a des forces de sécurité qui ont été une nouvelle fois exemplaires et qu'il faut le saluer. Et je condamne celles et ceux qui, ce week-end, y compris commentateurs sur certains plateaux, s'en sont pris aux gendarmes, s'en sont pris aux policiers. Lors du convoi de la liberté. Qui n'ont fait que faire en sorte de respecter et de faire respecter la sécurité dans notre pays. Et je crois qu'il faut être systématiquement en soutien de cette police qui est exemplaire. On a probablement d'ailleurs la police la plus exemplaire au monde, celle qui est la plus contrôlée. C'est une des institutions de notre République qui est la plus contrôlée. C'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il l'a répété encore, quoi. Oui, mais vous m'excuserez, mais je ne reprendrai jamais à mon compte les propos de Jean-Luc Mélenchon, et encore moins sur la police. Et je me souviens notamment de ce débat qu'il a eu face à un policier de la BAC, où il a eu des propos qui, pour moi, devraient même le disqualifier dans cette campagne. Dire que demain, lui, président de la République, ça voudrait dire que la police est à ses ordres. La police, elle n'est pas aux ordres d'un président de la République. La police, elle est là pour faire respecter la loi, et uniquement la loi. Et la loi, heureusement, ça n'est pas une seule personne, et ça n'est pas un président de la République. Retenez, Aurore Berger, de ce convoi de la liberté qui file aujourd'hui vers Bruxelles et qui était ce week-end à Paris et qui a défilé aussi sur quelques routes de France ces derniers temps. Une immense contradiction, contradiction de se dire qu'on revendique la liberté alors que la première chose que l'on fait, c'est de vouloir bloquer et de vouloir empêcher. Encore une fois, pas totalement bloqué, mais ils voulaient aussi exprimer. S'ils n'ont pas totalement bloqué, c'est peut-être justement parce que nos gendarmes et nos policiers ont fait en sorte qu'ils justement ils ne bloquent pas la capitale, qui, vous le voyez, j'en ai la preuve malheureusement ce matin, parfois suffisamment bloquée par la maire de Paris. Donc je ne suis pas certaine qu'il y ait besoin que d'autres en rajoutent. Non, mais tout de même, ça exprime quand même en fait une colère sociale, quoi. Et on a l'impression qu'il manque des échelons justement dans la politique sur française. La question du pouvoir d'achat, qui est la question essentielle. C'est la première question de cette campagne présidentielle, avant les questions notamment d'immigration d'ailleurs. C'est la Donc première c'est un échec d'Emmanuel Macron. Alors. Non, mais c'est la première préoccupation au quotidien. Et tout ce que nous avons fait, notamment sur l'accès aux soins de santé, qui me paraissent absolument essentiels. On avait des personnes qui renonçaient tout simplement à aller chez un dentiste, à aller chez un ophtalmo. Tout ça, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, c'est 0 € à débourser pour les personnes qui en ont besoin. Ce qu'on a fait sur la taxe d'habitation, on a été suffisamment critiqué au moment de la campagne présidentielle quand on a dit qu'on allait la supprimer. Elle est aujourd'hui supprimée pour plus de 80% des Français et ça arrivera jusqu'à 100%. La prime d'activité qui permet encore que le travail paye plus que l'inactivité. Tout ça,
c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Encore 3 questions, Aurore Berger. D'abord sur les hijabeuses, ces filles qui portent en fait le voile. On a cru comprendre qu'il y avait quelques bugs en fait au sein de la majorité, avec notamment les déclarations d'Elisabeth Moreno qui a défendu le droit de porter un voile pour jouer. Elle a été un peu recadrée. Où en est-on aujourd'hui au sein de la majorité par rapport à ça ? On a une position qui a été réaffirmée de manière très claire par le gouvernement, que ce soit par le porte-parole du gouvernement ou par le ministre de l'Éducation nationale et du sport, qui est évidemment de dire que nous soutenons toutes les fédérations sportives, je pense notamment à la fédération de foot, qui fait en sorte que dans nos compétitions sportives, il n'y ait aucun prosélytisme religieux d'aucune sorte. Et d'autre part, le hijab est l'inverse d'un signe d'émancipation. Le sport, c'est l'émancipation. Dans notre pays, aucune femme n'est empêchée d'accéder au sport parce qu'elle serait une femme. Et je ne veux pas que demain, certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes se sentent contraintes de porter un signe religieux pour pouvoir avoir accès au sport. C'est l'inverse. Ça, c'est ce que disait Elisabeth Moreno et d'autres voix, en fait. En tout cas, Elisabeth ce qui est clair, c'est qu'il y a une position qui a été réaffirmée par le gouvernement, par le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi le ministre du Sport, par le porte-parole du gouvernement, qui est de dire qu'en aucun cas et d'aucune sorte, dans les compétitions sportives, il ne doit y avoir de prosélytisme religieux et qu'en aucun cas, évidemment, le hijab ne peut être apparenté à un symbole d'émancipation. Il y en a certains qui vont dire, oui, mais alors vous avez vu ces sportifs, ces joueurs de foot qui rentrent et qui embrassent, par exemple, une croix en rentrant sur un stade ? Christiane Taubira se dit choquée par ça. Oui, très bien. Mais Christiane Taubira, étonnamment, elle a une manière d'être choquée souvent à géométrie variable. Elle n'est pas choquée par les thèses indigénisme, elle serait choquée par une croix glissée sous un maillot, ou d'autres m'ont dit qu'ils voulaient comparer ça à un tatouage éventuellement que des joueurs de foot pouvaient se faire. Écoutez, faut être très clair, on a des femmes qui partout dans le monde luttent justement pour sortir de cet asservissement. Est-ce qu'en France, on peut accepter quand même l'idée qu'à un moment, la liberté, on ne peut pas la retourner contre nous, que cet argument de liberté qui est de dire il faudrait que les femmes se sentent libres de porter le hijab, on en vient vraiment à retourner contre nous cet argument. C'est ça qui est absolument insupportable. Encore une fois, en France, les femmes sont libres. Les femmes sont libres. À propos de femmes, est-ce que Christine Lagarde serait une bonne première ministre d'Emmanuel Macron s'il était réélu ? Il faut d'abord que le président de la République soit réélu. On dit que Nicolas Sarkozy lui aurait conseillé. En tout cas, je sais que c'est une femme qui, pour moi, a un parcours absolument exemplaire. Et peut-être qu'une femme, Premier ministre, en effet, serait une bonne nouvelle pour le pays. Et dans le même temps, il y a Ségolène Royal qui pourrait soutenir Valérie Pécresse. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Écoutez, je laisse à Valérie Pécresse ses soutiens. Moi, je vois surtout celles et ceux qui l'ont quittée ces derniers temps. Je ne suis pas certaine que les électeurs de droite se reconnaîtraient dans le soutien de Ségolène Royal à Valérie Pécresse. Oui, Aurore Berger, un dernier mot aussi sur l'Ukraine, parce qu'il y a quand même une situation de tension. Il y a un engrenage en fait de la guerre. Il y a eu un échec du voyage d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a de nouveau des efforts diplomatiques. Poutine, c'est difficile de lui faire entendre des choses ? Non, mais il y a surtout eu une prise de risque assumée par le président de la République. C'est toujours un risque à un moment d'assumer un vrai dialogue diplomatique franc avec la Russie. Mais ce que je vois par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années, quand la Russie a annexé une partie d'un territoire qui est un territoire souverain qui est l'Ukraine. On ne peut pas vouloir en France parler de souveraineté et en même temps ne pas condamner la Russie quand elle annexe un territoire qui est lui souverain. Et c'est toute l'ambiguïté des candidats d'extrême droite, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, qui se jettent dans les bras de Poutine, qui parfois d'ailleurs sont financés par des banques russes. Il me semble que Marine Le Pen a réussi plutôt à financer sa campagne de cette manière-là. Visiblement, il n'y a pas de banque française qui lui accorde aussi de crédit. Une forme de poutinophilie, si vous voulez, des candidats d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire qu'ils acceptent qu'un État souverain puisse voir une partie de son territoire être annexée? Moi, je préférerais toujours avoir un président de la République qui préfère prendre le risque du dialogue diplomatique, quitte à ce qu'à un moment ça ne puisse pas aboutir. Mais est-ce qu'on aurait préféré que la France reste silencieuse? Mais est-ce qu'on peut dialoguer vraiment honnêtement et avec sincérité avec Vladimir Poutine? Moi, je n'ai pas été autour de la table avec Vladimir Poutine. Oui, avec la cause du Covid et en effet des règles extrêmement particulières. C'était vraiment ça en fait, quoi. Oui, puisque ensuite le président hongrois a eu exactement les mêmes règles. Donc ça n'est pas lié au fait que ce soit Emmanuel Macron, contrairement à ce que certains ont pu dire. Non, mais c'est ça. Que pour les auditeurs qui n'ont pas compris en fait cette information, c'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait refusé un test PCR qui était demandé là-bas parce qu'il ne voulait pas que son ADN pour soit... des raisons assez évidentes de sécurité. Je pense qu'en effet, et ça n'est pas le seul dirigeant à l'avoir
l'avoir refusé, donc avoir eu cette table extraordinairement longue. Non, mais je crois qu'il fallait évidemment que cette tentative de dialogue existe. Et puis, si le dialogue diplomatique échoue, alors il faut des sanctions économiques extrêmement sévères. Et c'est ce que le président de la République a annoncé. Et c'est ce que l'Union européenne aussi doit pouvoir annoncer. Merci. Aurore Berger était l'invitée ce matin de Sud Radio, députée de la République En Marche, évidemment des Yvelines, et présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale.